Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. On va démarrer. Donc, je m'appelle Laura Balp, donc je suis chef de projet marketing au sein d'Ixelles. Et aujourd'hui, je suis avec Eric Huguer, directeur associé et également Black Belt Lean, qui va vous parler du diagnostic de performance. Je vais laisser la main à Eric Huguer et on se retrouve en fin de session pour les questions. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif de cette webconférence, c'est effectivement de parler en fait du diagnostic de performance. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de remettre les éléments de contexte qui fait que on se lance dans un programme de transformation et en particulier, on souhaite positionner un diagnostic de performance. En termes de contexte, comme je le disais, l'idée est de comprendre aussi dans quel environnement aujourd'hui on évolue et ce qui va nécessiter la volonté pour certaines entreprises d'y voir un peu plus clair par rapport à notamment leur niveau de maturité sur un certain nombre de sujets et notamment concernant le niveau de performance. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement, alors il y a un acronyme qui est assez utilisé aujourd'hui, qui est celui de VICA, donc comme volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les thématiques et quand on regarde un peu la façon, je dirais, dont on évolue au niveau des entreprises, on évolue quand même dans un environnement qui est pour le coup assez incertain et assez volatile. Et pour autant, on constate parmi les entreprises qu'on accompagne une volonté de continuer, de se structurer, de s'organiser et de pouvoir en fait répondre de mieux en mieux à leurs clients, que ce soit au niveau du respect des délais, que ce soit au niveau d'une qualité irréprochable, ou que ce soit, je dirais, au niveau de produits innovants. C'est-à-dire, dans le Lean, on parle souvent de créer de la valeur, apporter de la valeur en fait à ses clients. Et pour autant, voilà, beaucoup d'actions sont mises en place, des leviers de progrès sont travaillés, mais on peut arriver à certains égards à constater une certaine, on va dire, érosion des marges, une certaine difficulté à continuer de progresser, et les solutions n'apparaissent pas, ou en tout cas ne sont pas forcément évidentes à mettre clairement en œuvre. Alors, deux rubriques importantes pour définir en fait ce qu'on peut considérer comme étant le Lean. C'est effectivement une démarche et un état d'esprit. La démarche, elle est liée à celle de l'amélioration continue, la recherche de l'excellence opérationnelle, mais en embarquant les collaborateurs. Le Lean, c'est une manière aussi de contribuer à développer, je dirais, les collaborateurs pour l'atteinte des objectifs. Alors, pour ça, nous, on a l'habitude chez Ixelles de définir trois principes clés d'action, que sont l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est la capacité, je dirais, à travailler ensemble, à déciloter, à donner également, responsabiliser, redonner du sens au niveau du terrain. Ça nous paraît être fondamental. Après, le deuxième aspect qui est, lui, le plus connu du Lean, c'est juste nécessaire, c'est voilà, les MUDA, les 8 gaspillages, et enfin la notion de remise en cause permanente. Et ce qu'on va essayer de regarder quand on va faire un diagnostic, quelque part, c'est aussi le niveau de maturité par rapport à ces trois principes d'action clés. Voilà, est-ce qu'on est sur une organisation qui travaille plutôt en silo ou qui est plutôt dans une logique de transversalité? Est-ce qu'on a beaucoup de gaspillage, du surstock, de la surproduction, de la surqualité, voire même? Et puis, est-ce qu'on est capable d'accepter de faire différemment? C'est-à-dire de se dire, voilà, je travaille comme ça depuis un certain temps, mais il y a peut-être des axes
de travail qui me permettrait de faire autrement. Alors, si on voulait un peu catégoriser ou donner une définition de ce qu'est une entreprise Lean, c'est vraiment une entreprise dans laquelle on a redonné effectivement du sens au terrain et pour lequel on accompagne véritablement les collaborateurs dans leur développement et le développement je dirais, de la performance de l'entreprise. Donc ça a bien évidemment des impacts sur les flux, sur les postes, hein, c'est-à-dire que là on est plus dans une logique de mise en flux, de flux tirés, hein. On parle aussi de flux tirés lissés. Sur les postes, on a travaillé l'ergonomie de poste, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à ce que les matériels, les équipements soient optimisés. On va aussi parler et regarder la notion de conditions de travail. Donc, quand on fait un diagnostic, c'est aussi tous ces aspects-là, je dirais, ça on le verra plus tard, qu'on va regarder en détail. Et puis, bien évidemment, un impact aussi au niveau du mode de fonctionnement au niveau des équipes. On parlait de travail dans une logique de désilotage. Ça, c'est important, des notions de polyvalence, de polycompétence aussi. Dans un de nos axes de notre diagnostic, c'est de regarder effectivement la notion de développement des collaborateurs et de voir dans quelle mesure tout ce qui est polyvalence et polycompétence est clairement fait ou pas. Et puis ensuite, au niveau du management, c'est de pouvoir prendre des décisions sur la base de données réelles, factuelles, hein, sur des faits, et puis de partager aussi un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de travailler selon une logique de SQDC, hein, sécurité, qualité, délai et coût. Alors, les gains attendus d'une démarche Lean, vous voyez à droite un petit peu ce qu'on a classiquement l'habitude de voir sur le développement des collaborateurs, sur la valeur client. Hein. La valeur client, c'est de se dire, voilà, je propose à mes clients un certain nombre de produits tangibles, mais je propose aussi des packages de services à valeur ajoutée. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le client, il va venir plutôt chez moi que chez un concurrent. Voilà. Bon. Le travail standardisé, et puis toute la mécanique de résolution de problèmes. Ça, c'est fondamental dans le Lean, c'est une façon, je dirais, de s'améliorer. Et donc là, on est sur une logique d'apprentissage par la méthode de résolution de problèmes. Et puis, sur la partie gauche du slide, vous retrouvez votre SQDCM, c'est-à-dire qu'on va piloter, je dirais, l'entreprise en positionnant un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de travailler, d'avoir une lecture relativement claire sur la sécurité, la qualité, les délais, les coûts et le management et le pilotage. Donc, le Lean, les vétérans de Toyota disent souvent c'est pas une destination, c'est un voyage, en ce sens que l'amélioration continue, comme son nom l'indique, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que, alors, on n'est pas non plus dans la recherche d'une performance à tout crin qui va épuiser les gens. Non, on va se mettre en ordre de bataille pour avoir des petits projets gagnants, hein, la notion de Kaizen, d'amélioration continue par petits pas pour atteindre les objectifs qui vont permettre d'améliorer, je dirais, les performances, qu'elles soient économiques et qu'elles soient aussi pour les collaborateurs au travers de l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre de conditions de réussite qui sont classiques aussi sur l'ensemble des projets de l'entreprise. C'est de se dire, voilà, on veut un projet structurant, un projet d'entreprise, et donc là on est plus sur une approche entre guillemets top-down, mais on va faire avec les gens, de terrain. Donc quand on se dit les gens de terrain, très clairement, c'est les opérateurs en production, c'est les personnes qui vont travailler dans des services, je dirais, plus administratifs, transactionnels, la finance, le SI, les achats, etc. Et donc, c'est un peu l'articulation des deux approches qui vont nous permettre d'embarquer l'ensemble des équipes pour atteindre, je dirais, les objectifs voulus lors du programme de transformation. Donc, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir bien communiquer pourquoi
on veut faire ce diagnostic et dans quel contexte s'inscrit la démarche de diagnostic dans une démarche plus globale de lean management. Alors, beaucoup de questions parce que même si aujourd'hui le lean est quand même relativement connu, entre guillemets, malheureusement il est plus connu sous une succession de mise en place d'outils. Alors on sait bien que pour qu'un projet de transformation réussisse, évidemment on va s'appuyer sur quelques outils, mais on doit aussi s'appuyer sur une démarche, et sur une démarche qui est une démarche de transformation, je dirais, managériale, à tous les niveaux de l'entreprise, sur toutes les strates de l'entreprise. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, comme dirait l'autre, c'est-à-dire à un moment donné, les entreprises se retrouvent avec des questions, vous voyez là sur le slide, c'est-à-dire par quoi commencer, ça va me coûter combien, je sais que je vais avoir des gens qui vont rentrer en résistance par rapport à ce type d'approche, et puis quel ROI, et puis quelle démarche, puis quel outil. Donc toutes ces questions-là sont tout à fait, je dirais, logiques, il n'y a aucun sujet. Maintenant, l'idée c'est d'y répondre avec un peu de, je dirais, un peu d'organisation et de méthodologie, et c'est de cela dont maintenant on va parler, on va discuter. Alors, nous on a une démarche qui est relativement classique, entre guillemets, mais qui doit s'enchaîner pour pouvoir atteindre le niveau de performance voulu. Donc la première étape, et c'est de cela dont on va parler plus en détail après, c'est cette phase de diagnostic de performance et de feuille de route. La deuxième étape, c'est derrière on a fait le diagnostic, on a une feuille de route, c'est-à-dire qu'on a une priorisation des différents chantiers, et donc on va mener un certain nombre de chantiers pilotes, mais aussi on va former, on va sensibiliser les collaborateurs à cette démarche. Et puis après, on a effectivement un déploiement, une pérennisation de la démarche, avec en parallèle une phase qui est plutôt liée à la gouvernance du projet et au pilotage. Donc, c'est vraiment une démarche qui doit s'inscrire dans un long terme, mais pour lesquels on doit obtenir, sur certains sujets, je dirais, des résultats court terme, tout simplement pour embarquer l'ensemble des collaborateurs, et notamment les gens les plus récalcitrants, entre guillemets, sur ces sujets. Donc, avant de rentrer dans le détail de comment et qu'est-ce qu'un diagnostic, je vous propose de repréciser un petit peu le rôle du diagnostic dans la démarche afin de bien comprendre son positionnement. Donc, on part toujours d'une logique d'entreprise, d'une stratégie d'entreprise dans laquelle on vient positionner un certain nombre d'actions, et pour pouvoir justement décliner, exécuter cette stratégie, on peut passer par la volonté de faire un diagnostic pour avoir une idée claire de l'existant. Parce que si on n'a pas une idée claire de l'existant, ça peut être difficile de construire en fait la feuille de route et d'avoir des plans d'action qui vont nous permettre ensuite de décliner de façon très structurée des actions d'amélioration, des chantiers, des projets, et puis on va avoir pour chacune de ces actions ce qu'on appelle donc des A3 projets qui vont définir, ma foi, la façon de s'y prendre, les ressources, les moyens, le timing et les budgets associés. Donc le diagnostic, c'est vraiment quelque chose d'important et qui va être positionné, je dirais, entre la stratégie de l'entreprise et puis ensuite le programme de transformation qui doit se décliner. Alors, le diagnostic de performance, vous voyez ici de nombreux référentiels en fait qu'on appelle World Class Manufacturing ont été étudiés. Alors, il est clair que ces modèles sont plutôt des modèles qui ont été étudiés dans les grands groupes. Donc, vous retrouvez le modèle Toyota, le modèle Faurecia, le modèle Péchinet, Areva, Plastic Omnium, etc. Et donc, ces entreprises ont créé, en fait, à l'instar de
Toyota, avec le fameux TPS, le Toyota Production System, ont créé un certain nombre de modèles, de référentiels, avec un certain nombre de grilles, de critères, et qui les amènent ensuite à mener des audits sur les différents sujets. Alors, nous, bien évidemment, dans notre méthodologie, on s'est inspiré de l'ensemble de ces différents sujets. On a nous-mêmes nos propres pratiques chez XL, et donc on a construit en fait une méthodologie pour mener nos diagnostics. Et je reviens sur le terme de diagnostic parce que pour nous, ce n'est pas un audit. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec une notation qui irait entre 0 à 10. On a un niveau de maturité, c'est-à-dire ce diagnostic va nous permettre de dégager un niveau de maturité, mais on n'est pas dans cette logique d'audit, je dirais, à proprement parler. D'ailleurs, lorsqu'on vient faire un diagnostic, on demande surtout aux gens de ne pas se préparer. Faites comme vous avez l'habitude de faire, parce que sinon on aura du mal à vous observer, à mesurer en fait les écarts et le niveau de performance, je dirais, à atteindre. Donc c'est un peu ce que vous voyez sur cette slide. Donc c'est une évaluation, ce n'est pas un jugement, ça doit être un constat basé sur des chiffres, des données, des faits, et ça doit nous permettre surtout de créer une prise de conscience, une vision partagée, et puis de construire en fait un socle factuel qui va permettre ensuite de bâtir, je dirais, une feuille de route. C'est un travail qui doit être vu comme étant collectif, collaboratif. Encore une fois, on ne vient pas là pour juger, on vient là pour créer en fait une base qui nous permettra ensuite d'aller plus loin dans la démarche. Alors, le périmètre d'analyse en fait d'un diagnostic Lean peut être plus ou moins étendu selon les demandes de l'entreprise. Donc on peut aller jusqu'à regarder ce qu'on appelle le positionnement stratégique, c'est-à-dire avec cette notion de domaine d'activité stratégique, les facteurs clés de succès. Et pour chacun des DAS, on va positionner, je dirais, une analyse un peu stratégique, une SWOT analysis pour essayer d'en dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc ça, c'est un des axes qui peut être regardé, je dirais, quand on fait une analyse de diagnostic. Deuxième volet, on va regarder aussi le niveau de performance industrielle, c'est-à-dire par rapport au taux de service, par rapport au niveau de stock, que ce soit sur les matières premières, sur les encours, sur les produits finis. On peut regarder aussi ce qu'on appelle un peu la maturité digitale, notamment comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour justement diminuer les gaspillages. Alors nous, dans le Lean, on est toujours parfois un peu réticent au tout informatique, c'est-à-dire qu'on dit souvent informatiser un gaspillage, c'est ni plus ni moins qu'un gaspillage informatisé. Donc c'est pas non plus, je dirais, la volonté d'être dans une logique d'informatisation extrême. Mais pour autant, aujourd'hui, on sait bien que sur certains sujets, notamment le travail standardisé, ça peut être aussi intéressant que les opérateurs, au lieu de remplir des cahiers dans leurs ateliers, puissent travailler avec des tablettes notamment. On en a parlé un peu précédemment. On va aussi regarder, sans parler de GPEC, mais travailler sur et regarder l'aspect développement des collaborateurs en termes de polyvalence et de polycompétence. On regardera aussi, sans faire un diagnostic complet financier, mais un petit diagnostic flash pour aller voir les principaux ratios. Ça peut être des ratios bilanciels ou regarder le taux d'endettement ou avoir une analyse un peu plus précise sur la structure, je dirais, de l'investissement, l'analyse du besoin en fonds de roulement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder sans encore une fois faire une analyse financière poussée, mais dans certains cas, ça peut être intéressant
d'avoir ces quelques données pour nous orienter sur les décisions qu'on pourrait avoir à prendre par la suite. Et puis enfin, on va regarder le processus d'innovation, la R&D, l'industrialisation, c'est-à-dire aussi peut-être la fréquence de mise sur le marché de nouveaux produits et regarder un peu la maturité entre guillemets d'innovation. Alors ça, c'est vraiment le périmètre. Ça ne veut pas dire que sur tous nos diagnostics, on embrasse l'ensemble de ces axes d'analyse, mais vraiment, c'est voilà, nous, on considère que pour avoir un diagnostic complet, il peut être intéressant de regarder l'ensemble de ces domaines. Après, ces domaines, ils vont être déclinés, je dirais, en 3 axes d'études. Donc, on va regarder le centrage sur les attentes clients. Donc, ça peut être des clients externes ou des clients internes. On va regarder tout ce qui est activité sur les flux de valeur. Et puis, on va regarder aussi le système de management et de pilotage. Alors, on n'est pas là à faire un audit, je dirais, managérial, savoir si vous êtes plutôt dans un mode de management directif, participatif, délégatif ou persuasif. Non, c'est plutôt de se dire, est-ce que le management, chef de service, chef de département, encadrant de proximité, team leader, ont les moyens au quotidien de pouvoir suivre en fait l'activité et puis la performance, je dirais, de leurs équipes. Donc là, très clairement, on va parler animation intervalle court, on va regarder le management visuel, on va aussi regarder les indicateurs, et puis surtout si les gens ils comprennent bien, voilà, si ces indicateurs ils sont partagés par l'ensemble des strates managériales. Et enfin, donc les 3 phases du diagnostic Lean, vous avez d'abord une étape de préparation, parce que c'est important, on va venir faire un diagnostic au sein de l'entreprise, donc c'est important qu'à un moment donné, on ait pu préparer avec les équipes ce diagnostic. Ensuite, on va rentrer dans l'étape d'exécution et de réalisation du diagnostic. Et puis, on terminera par ce qu'on appelle une phase de sensibilisation et de feuille de route, parce qu'on a fait un diagnostic, donc on a observé, on a mesuré, on a fait des entretiens. Donc l'objectif, c'est quand même de construire la feuille de route qui va nous amener ensuite à mener un certain nombre de chantiers et de projets. Donc la préparation, elle va viser, je dirais, à rentrer un peu dans le sujet. Donc on va avoir des interviews avec les principaux responsables, les collaborateurs, et puis on va cadrer le diagnostic. Donc on va vraiment, là, cette fois-ci, s'entendre sur le périmètre. Et le produit de sortie, en fait, de cette journée de préparation, ça va être un agenda détaillé, quasiment heure par heure, de la semaine de diagnostic. Donc au préalable de cette préparation, souvent on va demander à collecter un certain nombre de données qui vont nous permettre, je dirais, d'orienter un petit peu le tir en fonction de ce qu'on aura pu déjà observer avant cette phase de préparation. Donc, quelques exemples sur ce slide qui là sont plus liés à des entreprises qui vont travailler par affaires, donc dans lequel on va avoir beaucoup de projets, de R&D, d'innovation. Donc, on va regarder la façon dont les projets sont organisés, sont aussi priorisés avec un certain nombre de critères. Donc là, vous voyez sur le slide une petite copie d'une Obeya Room. L'idée aussi, c'est de voir comment, quel est le niveau de maturité par rapport à la gestion d'un portefeuille de projets, quels sont les jalons, quels sont les livrables, quelles vont être les méthodologies qui vont supporter cette gestion de projet, et de voir en quelque sorte le niveau de fluidité qu'il y a entre les différents services qui vont travailler sur le sujet, donc entre les achats, le bureau d'études, les commerciaux, les ingénieurs d'affaires, la production. Quelques exemples, là, cette fois-ci, sur plus les opérations, donc le manufacturing. Donc, bien évidemment, quand on va faire un diagnostic, on va regarder
sur certaines familles de produits les temps de traversée. Donc on va en analyse de diagnostic faire une macro VSM. Je rappelle que la VSM, c'est la cartographie de chaîne de valeur, de voir un petit peu le taux d'efficience, donc le temps à valeur ajoutée divisé, je dirais, par le temps traversé, le temps global. On va regarder aussi, on peut faire des études de poste, on peut regarder des analyses de déroulement avec des diagrammes spaghetti, pour regarder un petit peu quelle est la part de non-valeur ajoutée par rapport à la part de valeur ajoutée. Et puis, on va regarder aussi l'étude, on va faire quelques études de stock par rapport à ces différents sujets. Autre volet, qui considère un peu plus le système de management et de pilotage, donc la résolution de problèmes, la capacité à gérer, je dirais, la performance en fait au quotidien. Donc on va essayer de regarder la part de supervision active, de supervision passive, en fait, comment on va travailler en mode pompier. Alors, on va regarder aussi, ça on l'a un petit peu dit précédemment, ce qu'on appelle la maturité digitale. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que dans ligne, il y a quelque chose qu'on va regarder assez, je dirais préférentiellement, c'est la notion de standard et de voir si cette notion de travail standardisé est plus ou moins développée. Donc ça, c'est déjà un premier aspect, un premier axe d'analyse, c'est-à-dire est-ce que les opérateurs travaillent avec des instructions d'activité standards, elles-mêmes liées à ce qu'on appelle des formations points clés, pour assurer, je dirais, une certaine reproductibilité dans la façon dont les choses vont s'opérer. Donc ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est de se dire comment les standards sont gérés, c'est-à-dire sont créés, sont mis à jour, sont renseignés, etc. Et donc là, je vous ai donné sur ce slide un exemple de l'utilisation, je dirais, du digital pour pouvoir éviter de travailler en double ou en triple ressaisie, mais plutôt de se dire, nos instructions standards sont faites en créant un certain nombre de formulaires. Ces formulaires sont mis à disposition via des tablettes auprès des opérateurs. Donc là, on combine à la fois l'action qui est de dire j'utilise du digital au service du travail standardisé et j'essaye par cela même d'éviter, je dirais, la non-valeur ajoutée et les gaspillages qui peuvent être dus à la ressaisie d'un certain nombre d'activités. Autre exemple, on va regarder aussi dans nos diagnostics la maturité 5S, qui peut d'ailleurs s'appliquer soit en pure manufacturing ou au niveau de services administratifs. Et donc l'idée, c'est de remplacer un peu les méthodes un peu, je dirais, old school, dans lesquelles on va avoir des étiquettes et puis on va retravailler les données uniquement avec des cahiers ou par écrit, et de se dire, comment est-ce qu'on peut digitaliser un peu cette approche. Donc c'est aussi vrai aussi pour les premières étapes de la maintenance préventive, etc. Comment apporter de façon mesurée, de façon équilibrée, du digital au service, je dirais, des opérationnels. Enfin, vous voyez là un certain nombre d'exemples de restitutions qui se veulent aussi assez visuels en termes de restitution de diagrammes radar. Donc là, vous avez des exemples liés plutôt à des orientations de finances, où on va faire un diagnostic flash. Je vous ai parlé précédemment de certains nombres de critères et de ratios qu'on pouvait regarder. On va regarder aussi, dans le domaine de la finance, la façon dont parfois sont calculés les coûts de revient industriels, et notamment voir de quelle manière cette méthode de calcul de coûts de revient industriel, et notamment unitaire, peut faire, je dirais,
peut faire évoluer des méthodes qui vont être contre-productives par rapport aux lignes. Je cite un exemple très concret. La façon de calculer en coût standard unitaire peut amener, je dirais, des raisonnements qui vont viser à plutôt augmenter la taille de l'eau, que ce soit la taille de l'eau de production ou la taille de l'eau en achat, et donc être un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on essaye de faire dans le lean. Donc il y a toute une dimension qu'on appelle le lean accounting, et qui traite aussi de ces sujets-là et qui revêt, je dirais, un caractère important lorsqu'on veut mettre en place une démarche de transformation. Donc voilà, autrement vous avez des diagrammes qui nous permettent d'échanger sur ce qu'on considère comme étant un niveau de maturité par rapport à un pilotage ou par rapport à un domaine lié à l'animation intervalle court et au pilotage de l'entreprise et des différents départements. Alors une fois qu'on a fait ce diagnostic, l'objectif, c'est de pouvoir ensuite se donner tous ensemble une vision partagée et de construire la feuille de route. Donc la feuille de route, elle ne doit pas, elle doit émerger de ce qu'on aura mesuré, de ce qu'on aura observé et de ce qu'on aura discuté au niveau du diagnostic. C'est pour ça que parfois on nous dit, bon voilà, on veut faire du lean, donc on commence par une VSM, on commence par un 5S. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Tout dépend du niveau de maturité, tout dépend du contexte, tout dépend d'un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres, c'est des choses qu'on va regarder dans le diagnostic. Donc le diagnostic, il a aussi pour, nécessité de pouvoir bâtir une feuille de route réaliste et pertinente. Pour nous, il a aussi, la vertu de mieux connaître l'entreprise et de commencer à regarder où seront les freins potentiels. Les freins potentiels, mais aussi les gens qui vont suivre, les sponsors, etc. Donc bien sûr, l'idée aussi de ce diagnostic, c'est de produire cette fameuse feuille de route avec les chantiers et puis aussi de pouvoir déterminer les gains potentiels. Alors tous les chantiers ne peuvent pas être regardés uniquement sur un angle financier, mais pour autant, sur certains chantiers, ça peut être intéressant quand même d'essayer d'en dégager un peu de ROI. D'accord ? Là, vous voyez un exemple, un cas réel. Donc là, on est dans le pratico-pratique. Vous commencez par faire émerger un certain nombre de projets, d'idées, etc., qui ont été révélés par le diagnostic. Ensuite, on les passe dans une matrice effort-bénéfice parce qu'on doit prioriser. On ne peut pas être dans une logique où on rase gratis et on veut tout faire. Un projet de transformation réaliste, c'est 18-36 mois. Ce n'est pas une action court terme, ce n'est pas du one-shot. Bien sûr qu'on doit engager des actions qui vont nous permettre de voir qu'il peut y avoir du résultat, mais quand même, ce sont vraiment des actions qui doivent perdurer dans le temps, et donc il y a une nécessité, de priorisation par rapport à ces sujets-là. D'accord ? Donc, une fois qu'on a mis en place, cette feuille de route et puis ces chantiers qui sont issus du diagnostic, il faut pouvoir ensuite suivre leur avancement et leur niveau de performance. Donc, à ce titre-là, nous, on travaille avec une solution qui est Iobeya et pour lequel on va pouvoir notamment se proposer de bâtir un petit peu des tableaux de bord qui vont nous permettre ensuite de suivre l'avancement des différents projets. Donc bien sûr, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des projets qui ont du mal à trouver une justification purement financière. Et d'ailleurs, ça serait certainement une erreur de ne se concentrer uniquement que l'impact du coût. Parfois, on peut travailler à une ergonomie de poste, à une fluidification du travail, qui fait qu'on ne peut pas forcément aller voir l'impact directement dans le compte de résultat. Mais pour autant, ça peut avoir un effet très bénéfique sur l'ambiance,
sur le temps de traversée, et puis aussi sur des notions telles que sécurité ou qualité. Donc la notion de coût, c'est pas pour rien que dans SQDC, le C, il est après le S, le Q et le D. Voilà. C'est pour ça que, oui, c'est important d'avoir des gains financiers sur les projets, mais aussi il faut rester, faut rester aussi un peu mesuré. Ce ne sont pas des approches cost-killing. En tout cas, nous, tel qu'on le vit et tel qu'on le décrit chez XL. Alors, on a vu que le diagnostic, quelque part, pour nous, c'est un préalable à toute démarche, parce que c'est quelque chose qui doit nous aider, vous aider à fixer un cap, une feuille de route. Mais après, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses prennent ancrage, en fait, hein, eh bien, il faut du pilotage. Donc, ça veut dire chez vous avoir un chef de projet, un référent, qui prendra les manches, entre guillemets, hein, ensuite pour assurer une certaine autonomie et puis une capacité à ensuite mener le projet et les différents chantiers. Il faut de la formation. Pas besoin d'être formé Black Belt à tous les niveaux, mais de la formation qui peut être à un niveau Yellow Belt ou un niveau Green Belt, c'est-à-dire des gens qui vont être plutôt formés sur de la résolution de problèmes, d'autres qui vont être formés sur quelque chose d'un peu plus complet concernant l'animation de certains chantiers. Hein, et puis, c'est le dernier volet, c'est des chantiers opérationnels, concrets, de terrain, qui vont faire que les choses vont avancer dans le temps. Donc, c'est vraiment ces trois sujets, du pilotage, de la formation et de la sensibilisation, et des chantiers concrets terrain. Voilà. Donc, j'en ai fini, je dirais, avec ce rapide survol qui a précisé l'intérêt de faire un diagnostic dans une démarche. Donc, maintenant, je serais heureux de répondre à l'ensemble de vos questions. On va prendre une première question. Quelle proportion de personnes formées préconisez-vous pour rebondir sur ta dernière intervention? Alors, tout dépend du périmètre et du nombre de personnes. Mais si je prends par exemple un cas concret, une PME entre 200 et 300 personnes, on peut tout à fait imaginer avoir un black belt et puis entre 5 et 10 personnes qui vont être formées au niveau green belt, et ensuite on peut aller jusqu'à 15 personnes en yellow belt. Donc l'idée, encore une fois, tout dépend du périmètre adressé, du nombre de collaborateurs. Je dirais que il n'y a pas forcément de métrique, idéale par rapport à ça. Sachant qu'on a une approche différente selon qu'on va se retrouver dans un grand groupe où là, pour le coup, vous allez avoir des équipes dédiées, donc des gens qui vont être à 100% sur l'amélioration continue. Nous, on intervient beaucoup en PME. Et donc, les derniers exemples que j'ai en tête sur des entreprises entre 200 et 300 personnes, je peux avoir entre 1 et 2 black belts, et puis ensuite, on va dire, oui, une petite dizaine de green belts. Ce qui est d'important, c'est qu'à un moment donné, au niveau de l'entreprise, tout le monde ait pu avoir une certaine sensibilisation. Donc, on appelle ça le niveau white belt. Donc c'est généralement 2 heures de sensibilisation, et ce n'est pas nous qui délivrons. C'est-à-dire que quand on forme des blacks, des green belts ou des yellow belts, ces gens-là, l'idéal c'est qu'ils soient en mesure de pouvoir dispenser des petites séquences de formation courtes, 2 heures, il n'y a pas besoin de plus, à l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui permet aussi de faire diffuser je dirais, l'approche, le vocable, et que tout le monde
parlent un peu le même vocable et s'alignent sur le projet. Merci Eric. Alors, une autre question. Beaucoup d'opérationnels, y compris managers, se sentent sous l'eau, débordés. Démarrer un projet Lean en ajoute. Est-ce que votre diagnostic aborde ce point? Alors, c'est toujours une question qui est qu'on nous oppose, hein. Mais pour avoir été dans l'opérationnel avant, la problème de question du temps. Je prends souvent une image qui est archi connue. C'est celui du gars qui tire sa charrette avec des roues carrées, et puis à côté, j'ai des gens qui proposent une roue ronde. Et le gars qui tire la charrette, il dit non, mais j'ai pas le temps. Bon. Donc à un moment donné, si au niveau de l'entreprise, on a mis en place un mode de fonctionnement, mais je ne fais aucun jugement, parce que quand j'étais en opérationnel, je devais aussi être confronté à ces sujets-là. Donc à partir du moment où tout le monde s'entend à dire qu'on est débordé et qu'on ne peut jamais s'arrêter, que voulez-vous? Nous ne sommes pas des magiciens. Donc à un moment donné, c'est une prise de conscience de la direction générale pour soit stopper certains projets qui sont, je dirais, consommateurs de temps, soit redéfinir une priorisation avec une matrice de gestion du temps type Eisenhower dans lequel qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Donc oui, dans nos diagnostics, on aborde, c'est-à-dire qu'on aborde ça, mais on ne va pas arriver avec une baguette magique en disant on rase gratis, vous êtes tous débordés, et après notre diagnostic, tout va s'éclairer. Nous, on va tenter de vous apporter des solutions pour que vous cramiez moins de gaz. Parce que le problème d'être débordé, si vous ne faites que de la tâche à valeur ajoutée, à la limite, ça veut dire que vous avez une super activité et que vous n'avez pas besoin de Lean. Mais si vous êtes débordé parce que justement vous cramez du gaz sur la non-valeur ajoutée, alors peut-être qu'une approche comme la nôtre peut vous aider. Mais encore une fois, là, je sais bien, c'est une question qui nous est souvent opposée. Il faut qu'on y travaille collectivement ensemble. Je n'ai malheureusement pas de solution miracle à proposer à ce type de choses. Est-ce que le diagnostic peut se faire en interne ou vaut-il mieux se faire accompagner? Vous posez la question à un consultant, donc non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va vous apporter en tant qu'externe? Bon, on va vous apporter de la méthodo, mais on va vous apporter aussi ce que j'appelle moi l'effet miroir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir juste un peu moins seul. Alors évidemment, il faut que vous entendiez bien avec les consultants, il faut que notre approche du Lean soit compatible avec la vôtre. Mais justement, je rebondis sur la question précédente où on dit on crame du gaz, on est sous l'eau, etc. Bon, nous, on peut essayer de vous apporter ça aussi, c'est-à-dire on ne vient pas là pour vous en remettre une couche. Avec 10 slides ou 30 slides de recommandations, il faut faire que nous, on va, et ça les clients chez nous peuvent en témoigner, on va faire avec vous. Donc ça veut dire on va s'affronter aux vraies difficultés, parce que vous aurez aussi de la résistance. Donc je pense que sur ces sujets-là, quand vous avez confiance en vos consultants, quand vous avez la certitude que les gars, ils parlent le même vocable que vous, oui, c'est mieux de se faire accompagner. Maintenant, nous, on intervient beaucoup en phase amont de diagnostic et de chantier pilote. Et encore une fois, si on parle de formation, c'est que vous preniez votre indépendance et votre autonomie par rapport à ces sujets-là. Nous, on a des clients qui nous aiment bien, mais avec lesquels on fait strictement plus aucune facturation. Bon, ça veut donc dire qu'ils ont trouvé en fait leur moyen d'autonomie et je dirais d'indépendance par rapport à ça. Dans un groupe, est-ce important que la démarche soit la même sur chaque site ou est-ce qu'il est plus intéressant d'adapter la démarche spécifiquement à chaque site? Alors, je crois effectivement difficilement au corps modèle qu'on va faire en séance et puis qu'on va déployer. En fait, c'est toute l'articulation qu'on doit trouver
dans une logique de démarche multisite. Donc oui, il doit y avoir un tronc commun. Donc là, il faut s'entendre en fait en fonction de la culture de l'entreprise. Il doit y avoir un tronc commun pour définir un certain nombre de standards entre guillemets. Et puis après, au-delà du tronc commun, je pense qu'en fonction des activités, en fonction du management local, en fonction de savoir si le site il est plutôt dans le sud-ouest ou plutôt en Alsace, vous aurez de toute façon des différences, je pense, culturelles à prendre en compte. Donc l'idée de construire un corps modèle et d'arriver et de le positionner au niveau des sites, je ne pense pas que ce soit la meilleure des façons. Sur des démarches multisites qu'on mène, c'est vraiment le curseur entre le tronc commun qu'on doit mettre et il doit exister, il doit exister un tronc commun. Par contre, sur les sites, il doit quand même y avoir, je dirais, un peu de différence parce qu'on peut avoir des activités différentes et on peut aussi avoir un style, un historique, une maturité différente. Est-ce que le diagnostic peut se faire aussi bien en industrie qu'en service? Oui, on a mené, notamment pour certains groupes industriels, on ne commence pas toujours par le manufacturing. On a mené pour une entreprise du BTP, on a commencé par faire un diagnostic sur les fonctions finance et RH. Et puis ensuite, on est arrivé sur les fonctions un peu plus opération, un peu plus, je dirais, opérationnelles ou manufacturing. Donc oui, alors bien sûr qu'on va, on va adapter notre diagnostic en fonction du périmètre, mais oui, il nous arrive de faire des diagnostics dans les CHU, dans les écoles de management, dans des PME industrielles ou dans des départements administratifs de grands groupes ou de PME. On va prendre une dernière question. Combien de temps dure en moyenne un diagnostic? Alors, chez nous, la phase de réalisation, elle est relativement courte. Elle est sur 5 jours, à 2 ou 3 consultants en fonction du périmètre. Et quand on dit 5 jours, en fait, plus exactement, c'est donc du lundi au vendredi. On a 4 jours et demi de diag, et puis le vendredi après-midi, souvent, il est consacré à la restitution à chaud. Et ça, c'est important parce que ça permet aussi de se confronter à chaud sur ce qu'on a pu observer, sur ce qu'on a pu mesurer. Donc parfois, quand on présente un taux d'efficience à moins de 5%, les gens peuvent être émus, en disant attendez, vous êtes trompé dans vos calculs, etc. Oui, mais malheureusement, non. Enfin, souvent, non. Ou si on s'est trompé, c'est empire. C'est-à-dire que c'est pas 5%, c'est plutôt 3%. Mais donc voilà, donc ça suscite un premier niveau d'échange et c'est ça qui va constituer la base ensuite d'une feuille de route qui se doit d'exister pour pouvoir ensuite décliner le projet. Merci Eric. On va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. On approche de midi. Donc merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos interrogations. Merci à tous et puis à l'année prochaine alors. Merci. Au revoir. Au revoir.